Bonsoir chers DG, bienvenue à un 4e épisode de MLC Force saison 3. Nous sommes maintenant rendus avec l'Association de l'Ouest que nous allons analyser en fait. Et la première formation, c'est nul autre que les Red Wings de Détroit. Bien oui, là, j'ai Red Wings de Détroit, une équipe qui, année après année, tout comme dans la LNH, est dans les meilleures formations, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Pascal Turgeon, cette année encore, nous promet une saison fort similaire. Oui, c'est une équipe qui peut compter sur d'excellents joueurs, autant des leaders, des vétérans, des jeunes. Une équipe, bref, qui est très bien bâtie, avec à sa tête, bien sûr, nul autre que Sidney Crosby. Sidney Crosby est vraiment le joueur de premier plan. Par contre, ce que j'ai bien aimé de la part du DG Turgeon, c'est qu'il l'a très bien entouré. À commencer évidemment par un joueur comme Martin Saint-Louis ou encore Henrik Zetterberg, qui sont deux très grandes vedettes. Mais l'acquisition de l'an dernier de Alex Burrows, contre un choix première ronde et quelques autres éléments, est vraiment un bel échange de sa part parce qu'on sait que Burrows non seulement peut marquer, mais peut également jouer en désavantage numérique, bref, l'utiliser à tous les sens. Oui, exactement. C'est un très bon joueur. En défensive, cette fois, qu'est-ce que tu peux nous dire là, par rapport à la défensive de la formation de Détroit? Comme à tous les années, Brian Rafalski est là pour les aider. Le choix première ronde, même le premier au total, Erik Johnson, aura certainement un impact sur la formation, ça, il n'y a pas de doute. Quoi qu'on a entendu dire qu'il était disponible dernièrement. Et du côté également de Dustin, et là, on dit-tu Bufflin. On les a tous entendus, mais bref, vous savez c'est qui. Agit à titre de défenseur dans le circuit, ce qui fait en sorte que ça amène beaucoup de points évidemment pour un défenseur puisque c'est un attaquant dans la LNH. Oui, exactement. Donc ça lui donne des cotes très fortes. Vraiment très fortes, semblables à celle de Mike Green en exactement. fait. Donc ça, il n'y a pas de doute. Là, au niveau offensif, avec Rafalski, Bufflin, on commence à parler d'une défensive qui est quand même solide au niveau de l'offensive. Au niveau de la défensive, est-ce que c'est similaire? C'est un peu moins fort. On a des joueurs un peu en fin de carrière comme Michael Roosevelt des Rangers de New York dans la LNH, bien sûr. Mais non, sinon, je vous dirais c'est peut-être la faiblesse des Red Wings, peut-être des défenseurs moins à caractère défensif. Mais Dieu sait que c'est pas mal plus facile d'avoir des défenseurs défensifs que des défenseurs offensifs. Oui, et également au niveau là, des gardiens de but, avec Kiprusoff et Ellis, c'est sûr, sans dire que c'est chancelant, là, parce que c'est quand même deux gardiens de but là, très respectables, mais on peut pas parler du Kiprusoff des belles années où il était dans le top 3 de la Ligue. Kiprusoff, c'est plus le même gardien de but que c'était. Par contre, je pense que l'an dernier, il a connu une bonne saison. Oui. Peut-être que je fais une erreur, mais il a connu une bonne saison. Donc, au moins, c'est quand même de bon augure de ce côté-là. Mais il faut être franc, Kiprusoff est rendu déjà à 33 ans. Et puis, on sait qu'il a déjà dit qu'après ce contrat-là, il termine sa carrière et peut-être même pas la dernière année de son contrat. On sait que la dernière année de son contrat, un peu comme beaucoup de contrats, c'est 1 million ou quelque chose comme ça, ce qui fait en sorte que, c'est une manière, disons, d'échapper la convention collective. Alors, pour Keeper, mais c'est peut-être, il faudra le remplacer. Mais malgré tout, cette équipe-là demeure très bien bâtie, avec des forces à tous les niveaux. Où est-ce que tu la vois située à la prochaine campagne? Encore une fois dans le top 3 dans l'Ouest, il n'y a pas de doute. Donc, il serait leader de division? Oui, leader de division. Nous lui souhaitons. C'est une équipe qui a toujours très bien performé en saison, quand même relativement bien fait en série. Ne s'est jamais rendu jusqu'à gagner la Coupe Stanley. On est passé très près. Très près contre les Islanders. Effectivement, mais peut-être cette année sera-t-elle la bonne. La seconde formation qui sera analysée aujourd'hui sera celle des Prédateurs de Nashville avec Frank qui est à sa tête. Oui, on peut dire on l'appelle Frank Wiles, mais pourtant il a quand même l'équipe de Nashville. Alors, dans le cas de Frank, il a terminé 10e l'année dernière, ce qui est une régression d'un rang comparativement à la saison 5. Il avait terminé 9e. Alors pour Nashville, c'est évidemment une déception que la dernière saison. Oui, assurément. Surtout qu'il peut compter sur une équipe, premièrement, très offensive, avec une très bonne relève également. Oui, une bonne relève. Surtout la relève est actuellement avec la formation. On a regardé comme des joueurs comme Lucic ou encore, on parle de relève, mais je te mentionne un joueur comme peut-être Kovalchuk ou encore Pominville ou ce genre de joueurs-là. C'est très jeune encore. Ryan Kesher, c'est pas... Non, c'est ça. C'est pas des gens nécessairement de 18-19 ans, mais c'est quand même des gens qui environ les 25 ans. Exactement. Donc, vraiment, le noyau est là. Donc, la relève, c'est le présent et le futur. Alors, à ce moment-là, Nashville, c'est très bien pour l'équipe. Oui, donc au niveau offensif, c'est excellent. C'est une des... J'ai oublié Peter Muller également, pardon. Oui, c'est vrai, ce fameux curé. Alors, cette équipe excellente au niveau offensif. Au niveau défensif, ça se corse, là. Oui, légèrement, avec un joueur comme Roman Emerle, qui n'est pas nécessairement un mauvais défenseur, mais en fin de carrière. Ce que j'aime, par contre, c'est que Zach Bogosian s'en vient.
On a tout de même Zibinek, Michalek. Excellent défensivement. Excellent défensivement. Tobias Armstrong, bon offensivement, mais il manque une certaine profondeur à cette défensive-là. Par contre, je pense qu'on l'a avec Bogosian qui, par le temps, va évoluer et à ce moment-là, va figurer comme défenseur numéro 1 des Prédateurs de Nashville. Oui, on peut comprendre beaucoup mieux d'ailleurs la transaction qui avait amené Bogosian en échange de Stamkos. Stamkos, excellent jeune joueur, mais avec une équipe comme Nashville qui compte déjà sur des joueurs offensifs de talent, c'était normal de vouloir renforcer sa défensive. D'autant plus qu'on a été chercher Ryan Kessler en plus, qui est un excellent attaquant. Ah oui, un des joueurs que je préfère. Un des joueurs les plus complets de la Ligue. Alors à ce moment-là, oui, effectivement, on n'a peut-être pas les 50 buts de Stamkos, mais peut-être qu'on va avoir les 30 buts Kessler et les 20 buts de Bogosian en défensive. Alors c'est très intéressant comme échange. Et par chance, malgré une défensive, comme on disait, bon, j'irais vraiment pas jusqu'à dire poreuse, c'est quand même une défensive qui se respecte, mais on peut compter sur un as gardien de but là, devant le filet en Martin Brodeur. Martin Brodeur, pas besoin de commenter, hein, on sait, c'est l'un des meilleurs gardiens de but année après année. C'est peut-être le meilleur gardien de but de l'histoire. Évidemment, peut-être plus non plus dans ses meilleures années, mais ça reste quand même un gardien de but de premier plan. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup de la part de Nashville, c'est qu'on a l'autre gardien de but auxiliaire qui est Jimmy Howard, qui est rendu numéro 1 à Détroit dans la LNH. Donc à ce moment-là, on a déjà la relève pour Martin Brodeur. Donc, est-ce que les chiffres de Martin Brodeur pourront permettre à cette formation d'accéder aux séries éliminatoires? Seule la saison pourra nous le dire. Chose certaine, par exemple, c'est que les Prédateurs de Nashville, selon moi, sera une équipe à surveiller. Je ne serais pas surpris qu'elle se hisse parmi les 8 premiers de sa conférence.